monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme toujours, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que je vais faire des heureux aujourd'hui car l'affaire dont on va parler est une affaire française. Ça faisait assez longtemps qu'on me demandait de traiter un petit peu plus souvent peut-être d'affaires françaises sur ma chaîne. C'est vrai qu'en dehors de l'OTS, je n'ai pas fait une seule affaire qui se passait en France. Donc ça me fait plaisir de retourner dans mon pays natal et de vous faire plaisir par la même occasion parce que je sais que ça a été très demandé. Notre personnage du jour est un personnage plutôt étonnant. Croyez-moi, quand j'ai googlé l'affaire, je suis restée bouche bée. Certains d'entre vous connaîtront peut-être déjà cette affaire, mais j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir cette affaire en ma compagnie. Mais avant d'entrer dans l'affaire du jour, je tiens à vous présenter notre sponsor, qui n'est autre que MyHeritage. Mais qu'est-ce que MyHeritage? Vous vous demandez très probablement. Eh bien, il s'agit d'un site internet qui vous permet d'en découvrir plus sur vous, sur vos origines, sur votre famille et sur vos ancêtres. J'avais jamais pensé, avant de découvrir MyHeritage, à faire des recherches plus approfondies sur mes ancêtres, mais honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir fait, c'est absolument incroyable. MyHeritage est rempli de fonctions absolument folles, comme votre arbre généalogique par exemple que vous pouvez créer vous-même. Tout ce que vous avez à faire, ce sera d'entrer votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Même chose pour vos parents et pour vos grands-parents. Suite à ça, votre arbre généalogique est créé, mais le site va continuer par lui-même à chercher de nouveaux ancêtres et à rajouter de nouvelles personnes à votre arbre généalogique. C'est complètement fou. En plus de cela, le site continue régulièrement à chercher de nouveaux documents et de nouvelles informations sur votre famille, tels que par exemple des actes de naissance, actes de décès et autres documents qui peuvent vous aider à agrandir d'autant plus votre famille. Et ce genre de document est mis à votre portée très régulièrement car le site a accès à pas moins de 15 milliards d'archives historiques, ce qui est énorme. Le site vous donne aussi accès à plein de fonctionnalités étonnantes et vraiment fun. Admettons par exemple que vous ayez une photo en noir et blanc de vos grands-parents et que vous souhaitiez la remettre au goût du jour. Vous pouvez tout à fait améliorer la qualité de l'image juste avec cet outil. Et comme vous le voyez, il est même possible de mettre ces photos en couleur. C'est tellement réaliste, c'est fou. On dirait vraiment que c'est une photo qui a été prise il y a seulement quelques semaines. Je me suis aussi bien amusée avec la fonction qui vous permet d'animer une photo. Vous avez à votre disposition plusieurs animations et comme vous le voyez, vous pouvez animer cette photo, c'est presque comme si la personne revivait. Inscrivez-vous aujourd'hui pour un essai de 14 jours et profitez de toutes les fonctionnalités étonnantes que MyHeritage a à vous offrir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais vous mettre dans la description pour profiter de ces 15 jours gratuits. Si vous souhaitez ensuite poursuivre votre abonnement, vous avez 50% de réduction qui vous sont offerts. À votre tour maintenant d'en apprendre plus sur l'histoire de votre famille. Merci encore à MyHeritage de sponsoriser cette vidéo et maintenant on rentre dans l'histoire. Notre histoire du jour contient peut-être des détails qui peuvent être perturbants pour certains, donc si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir de regarder cette vidéo. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Jean-Claude Roman voit le jour à Lons-le-Saunier dans le Jura le 11 février 1954. Il est le fils unique d'Anne-Marie Roman et de son époux Aimé. Aimé est un fermier de la région et régisseur forestier. Il est donc très occupé et passe une grande partie de son temps à l'extérieur de la maison. C'est donc Anne-Marie, mère au foyer, qui a la charge d'élever Jean-Claude. Jean-Claude est décrit comme un enfant facile. Il est calme, posé, travaille très bien à l'école et n'attire aucunement les ennuis. Il déclara d'ailleurs plus tard qu'il était un jeune garçon très triste dans son enfance et dans son adolescence, ce qui d'après lui ressemblait même à de la dépression. Mais il avait été capable de dissimuler tout cela en souriant et en ayant l'air faussement heureux pour que personne ne se rende jamais compte de cela. Et effectivement, tout le monde n'y vit que du feu et personne ne se rendit jamais compte des angoisses et de la tristesse qui envahissaient l'esprit de Jean-Claude. En juin 1971, il empochera son bac sans la moindre embûche. Et d'ailleurs, le sujet qui lui avait été choisi pour l'épreuve de philo est assez ironique quand on connaît son histoire. Le sujet en question se trouvait être « La vérité existe-t-elle ?» et Jean-Claude obtiendra une note de 16/20 à ce devoir. Croyez-moi, vous comprendrez l'ironie plus tard. Une fois son diplôme en poche, Jean-Claude se cherche et décide en premier lieu de passer le concours des eaux et forêts à Lyon pour ensuite avoir l'ambition de peut-être devenir garde forestier et marcher dans les pas de son père.
Mais à la suite d'un bizutage qui tournera mal et de certaines moqueries de ses camarades, il décidera d'abandonner après quelques semaines seulement. C'est cependant en 1974 qu'il trouvera enfin sa vocation et qu'il entamera sa première année de fac de médecine à Lyon. Il est décidé à 100% et son but dans la vie sera de sauver des vies. Bien évidemment, comme vous pouvez vous l'imaginer, ses parents étaient absolument ravis de ce choix de carrière. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore à ce moment-là, c'est que ce qui se cachait derrière l'ambition de Jean-Claude se trouvait en réalité être une jeune fille. La jeune fille en question se prénommait Florence Crollet et suivait des études pharmaceutiques dans cette même fac. Jean-Claude et Florence se connaissaient, ils se connaissaient même très bien car ils étaient en réalité cousins éloignés. Florence n'était pas insensible au charme de Jean-Claude, elle non plus, mais il fallut pourtant à ce dernier redoubler d'efforts pour réussir à la faire craquer et enfin la séduire. Au bout de quelques mois, les tourtereaux formaient enfin un couple, et même s'ils ne suivaient pas les mêmes cours, ils se voyaient très régulièrement sur les bancs de la fac. La première année de médecine se passe sans embûche pour Jean-Claude, mais par contre, la deuxième se complique un peu. Lors des examens finaux, il rate sa deuxième année de quelques points seulement, ce qui n'est vraiment pas grave. Ses proches essayent tous de le rassurer et de lui dire que les études de médecine sont très compliquées et que ce n'est pas tout le monde qui arrive du premier coup, bien au contraire. Il lui suffisait tout simplement de prendre un cours de rattrapage et de rattraper cette année et tout serait réglé. Mais Jean-Claude, pris de panique et ne sachant quoi faire, décide de ne pas se présenter au cours de rattrapage et invente une histoire comme quoi il se serait cassé le poignet. Ceci ne fut jamais prouvé, sachez-le. Personne n'a jamais su s'il s'était réellement cassé le poignet ou s'il s'agissait tout simplement d'une excuse pour ne pas se présenter. Jean-Claude seul a la réponse à cette question. Néanmoins, il n'arrête pas ses études pour autant, bien au contraire. Il compte bien arriver au sommet, peu importe les efforts que cela prendra, même si pour cela il doit mentir. C'est ainsi que naît son premier mensonge lorsque les résultats des examens finaux de rattrapage tombent et qu'il annonce à ses parents qu'il a été pris en 3e année de médecine. Tout le monde le félicite et le célèbre alors, sans même se douter qu'aux yeux de la faculté, Jean-Claude est toujours en train de rattraper sa 2e année. Ce qu'il fera d'ailleurs. Il continuera de suivre les cours des 2e années, mais une fois les examens finaux arrivés, il décidera de prendre le même chemin que l'année précédente et au lieu de passer l'examen de nouveau, il mentira tout simplement à sa famille en affirmant qu'il avait passé avec brio sa 3e année de médecine et qu'il était maintenant prêt à devenir médecin. Vous imaginez bien la joie de la famille Roman, et notamment de Florence, sa petite amie, qui était d'ailleurs entre-temps devenue sa femme en 1980, alors qu'il fréquentait toujours les bancs de l'école. Le couple deviendra d'ailleurs très rapidement parent de 2 enfants. Florence a, elle, terminé ses études pharmaceutiques et travaille maintenant en tant que pharmacienne. Elle était persuadée que son mari avait un avenir brillant devant elle, mais ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il lui mentait depuis presque leur première rencontre. Car au tout début de sa relation avec Florence, Jean-Claude lui avait fait croire qu'il souffrait d'un cancer et qu'il était traité pour cela depuis plusieurs mois déjà. Il la rassure en lui expliquant que ceci est la raison pour laquelle il peut se montrer parfois distant ou comme dans sa propre bulle, ou alors qu'il a souvent besoin peut-être de se retrouver seul. Alors est-ce que ceci était une excuse pour pouvoir parfois se débarrasser d'elle et continuer de créer activement de nouveaux mensonges, ou tout simplement une manière pour lui d'attirer la pitié et de faire en sorte que Florence ne le quitte pas? Autant est-il que les parents de Jean-Claude eurent vent de cette histoire, et Jean-Claude, très bon menteur comme il était, fut capable de les berner à leur tour. Bref, il continue de s'enfoncer dans ses mensonges de plus en plus, mais maintenant qu'il est sorti des bancs de l'école, il lui faut trouver un travail. C'est ainsi qu'en 1983, il annonce à ses proches tout excité avoir décroché un contrat absolument exceptionnel. Tout d'abord, il explique qu'il va travailler au sein de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale situé à Paris, avant de déclarer avoir finalement accepté un poste au sein de l'Organisation mondiale de la santé qui se trouve à Genève. Et pas que. En plus de son poste absolument exceptionnel, il affirme continuer à prendre des cours à côté pour pouvoir se perfectionner et devenir encore meilleur, et être à son tour aussi devenu instituteur et enseigner la médecine à l'Université de Genève. Ça fait beaucoup à avaler quand même, mais notre cher Jean-Claude était un très bon menteur, ne le sous-estimez pas. Pour donner encore plus de réalisme à la situation, il décide de s'acheter des voitures de luxe avec lesquelles il se rend au travail, à l'OMS donc, sauf que sur place, personne n'a la moindre idée de qui est Jean-Claude Roman. Et cela tout simplement parce que la seule et unique fois où il avait passé les portes du bâtiment était en tant que visiteur.
Alors oui, chaque jour, il quitte son domicile situé à Prévesin-Moins. Je suis pas sûre de la prononciation. Prévesin-Moins, dans l'Ain. Il traverse donc la frontière pour se rendre à l'OMS, sauf qu'une fois qu'il se trouve dans les environs du bâtiment, il se contente de se garer sur un parking, bien souvent sur un parking de supermarché, ou tout simplement à marcher dans la ville en attendant que le temps passe jusqu'à ce que la fin de journée approche et qu'il puisse enfin faire demi-tour et rentrer dans son domicile familial où sa femme et ses enfants, si fiers de leur père, l'attendent impatiemment. Comme je l'ai dit précédemment, Jean-Claude s'était un jour rendu à l'OMS en tant que visiteur. Il avait pris grand soin de conserver son badge depuis cela et utilisé ce dernier pour emprunter des livres à la bibliothèque de Genève sur l'organisation, pour savoir sur quoi ils travaillaient actuellement, les sujets de recherche établis dans leur laboratoire et leurs projets futurs, et ceci simplement dans le but d'avoir de la conversation une fois à la maison autour de la table lorsque sa femme lui demandera comment sa journée s'était passée. Jean-Claude était un homme très intelligent. Il prévoyait tout. Pour chaque petit imprévu, il avait une solution. En même temps, il passait ses journées à marcher seul et sans but, donc c'est sûr que ça lui laissait tout le temps possible pour élaborer de nouveaux plans et de nouveaux mensonges. Mais il n'était pas seulement bon menteur, il était aussi beau parleur. Il était capable d'amadouer presque n'importe qui à l'aide de ses beaux discours et de ses fausses connaissances. Il fut même capable lors d'un dîner d'impressionner de vrais médecins par ses connaissances. L'un d'entre eux aura même déclaré se sentir tout petit à côté de quelqu'un d'aussi important que Jean-Claude. Jean-Claude ira même jusqu'à faire croire à ses proches avoir à partir très régulièrement en séminaire à l'autre bout du monde, comme parfois au Japon ou encore au Mexique. Il s'absente alors durant de nombreux jours, mais passe en réalité la plupart de son temps dans un hôtel miteux de Genève, et lorsqu'il revient, il a les bras chargés de souvenirs en tout genre pour ses enfants, ces derniers probablement achetés dans une boutique souvenir de l'aéroport. Néanmoins, Jean-Claude a toujours eu une règle d'or et a fait promettre à ses parents et à sa femme de toujours la respecter. Aucun d'entre eux n'avait l'autorisation de le contacter sur son lieu de travail. Jamais en aucun cas. Lui seul avait le droit de les appeler. Il prétendait être bien trop occupé et ne pas avoir le temps de se faire déranger sur son lieu de travail pour des banalités. En cas d'urgence, il avait avec lui un beeper de médecin et leur avait donné l'instruction de ne l'appeler que sur ce numéro. Vous savez, les beepers de médecins, c'est ces petites machines que la plupart des médecins justement ont avec eux et qui bipent lorsqu'ils ont une urgence au travail ou un message très important. Vous avez probablement vu ça dans Grey's Anatomy ou une série de ce genre. Bref, c'était là le seul moyen de contact qu'avaient ses proches lorsqu'il était absent. Je sais pas de quelle manière il s'était procuré ce beeper d'ailleurs, et j'ai aucune idée à savoir si c'est quelque chose qui est compliqué de se procurer ou non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Jean-Claude, rien n'est trop compliqué. Car oui, il est un menteur hors pair et un beau parleur qui arrive à berner tout le monde. Mais comment se fait-il qu'il ait un métier aussi important mais ne gagne pas de salaire chaque mois ? Eh bien, rassurez-vous, pour cela aussi, il avait tout prévu. En plus de mentir à tous, il laisse croquer aussi son entourage sans la moindre honte. Travaillant en Suisse, il commence à lancer lors de dîners familiaux connaître certaines astuces financières de placement qui pourraient leur rapporter jusqu'à 20%. Cependant, il n'insiste jamais et ne force la main à personne. Tout ce qu'il fait, c'est de lancer ça lors d'une conversation banale en attendant que le poisson morde à l'hameçon. Une fois qu'il voyait qu'il avait attiré l'intérêt de son interlocuteur, il changeait de sujet. Et plus tard dans la soirée, ce dernier revenait très souvent vers Jean-Claude pour lui poser un peu plus de questions sur ses placements et voir avec lui s'il ne pouvait pas peut-être donner une chance à cela. C'est ainsi que tous tombaient dans le piège. Comme son beau-père, Pierre Crollet par exemple, qui lui confia 60 000 francs. Plusieurs mois plus tard, Pierre, qui commençait à s'impatienter, insista auprès de Jean-Claude pour récupérer l'argent qu'il avait gagné grâce à cet investissement. Ce dernier évita le sujet tant bien que mal, et étrangement, peu de temps après cet échange, Pierre Crollet perdit la vie d'une chute dans les escaliers de son domicile, et croyez-le ou non, Jean-Pierre était ce jour-là le seul et unique témoin de l'accident. Lorsque les secours arrivèrent sur place, Pierre était toujours conscient et ne cessait de répéter en boucle « Pierre m'a », mais ne finit jamais sa phrase. Au bout de la 3e tentative, Jean-Claude attrapa un masque d'oxygène qu'il plaça sur la bouche de l'homme pour le faire taire, prétendant être médecin et que sans le masque, Pierre allait gâcher le peu d'oxygène qui lui restait à essayer de parler et qu'il valait donc mieux qu'il se taise et reprenne sa respiration. Il perdit malheureusement la vie quelques minutes plus tard.
Et malgré le fait que cette situation était très étrange et laissait place à de nombreuses questions, Jean-Claude ne fut jamais poursuivi en justice par manque de preuves et l'affaire fut classée comme étant un accident. Une autre personne ayant fait l'erreur de lui faire confiance et de lui confier de l'argent se trouvait être sa maîtresse Chantal. Car oui, en plus de cela, il avait une seconde vie. Cette dernière lui avait confié 900 000 francs et attendait impatiemment de récupérer les bénéfices de ses placements. Entre-temps, Jean-Claude avait trouvé un nouveau moyen de se faire de l'argent. Il avait mis la main sur un faux médicament, un placebo, censé soigner le cancer. En tout cas, c'est comme ça qu'il le vendait. Et il prétendait à tous que c'était ce médicament miracle qui l'avait sauvé et avait guéri son cancer. C'est ainsi qu'il fut capable d'en vendre une quantité astronomique. Comme toujours, son pouvoir de persuasion était tel que personne ne se posait de questions et tout le monde lui faisait confiance les yeux fermés. Il se fit donc une petite fortune grâce à ce médicament. Lorsque Florence commença à se poser des questions lors de leur déclaration d'impôt, il assura que ces impôts étaient prélevés à la source et qu'il n'avait donc rien à déclarer. Florence le crut et n'insista pas. Ceci dura pendant une dizaine d'années. 10 années à vivre dans le mensonge le plus total. Mais au bout d'un moment, certaines des personnes qui avaient fait confiance à Jean-Claude avec leurs économies commençaient à grandement s'impatienter et à vouloir récupérer cet argent au plus vite. À commencer par la mère de Jean-Claude. Cette dernière avait précédemment donné les codes de ses comptes à son fils pour qu'il puisse se charger de placer une partie de son argent en Suisse. Cependant, des années plus tard, et n'ayant d'ailleurs jamais récupéré les bénéfices de ses placements, elle réalise qu'un gros montant d'argent a disparu du compte joint qu'elle partage avec son époux. Elle contacte alors immédiatement son fils pour lui demander ce qu'il se passe et s'il est au courant de la disparition de ce montant sur son compte. Il explique alors à sa mère avoir été obligé d'emprunter une partie de son argent pour faire un placement, mais que très vite, elle récupérera son argent avec des bénéfices. Cette dernière n'est pas complètement convaincue par l'explication de son fils et se met à douter de lui. Mais celle qui viendra réellement faire basculer la petite vie paisible de notre menteur invétéré se trouve être sa maîtresse Chantal. Elle ne supporte plus l'attente dans laquelle elle est plongée et insiste sur le fait qu'elle veut son argent maintenant. Si elle ne le récupère pas tout de suite, elle le menace d'ouvrir sa bouche et de dire à sa femme tout ce qu'il se passe derrière son dos. À ce moment-là, nous sommes en janvier 1993 et Jean-Claude commence à réaliser qu'aucun mensonge, aussi gros soit-il, ne pourra jamais le sortir de cette situation. Il lui explique alors que le samedi qui suit, soit le 9 janvier 1993, il lui rendra tout son argent, et ce autour d'un dîner chez son ami, le médecin Bernard Kouchner. Chantal est ravie et attend impatiemment ce jour, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Jean-Claude a une toute autre idée derrière la tête. Le matin du 9 janvier 1993, Jean-Claude se réveille aux côtés de sa femme. Il l'accompagne dans la cuisine pour le petit déjeuner et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie lui fracture le crâne et la tue. Il réveille ensuite ses enfants, Caroline 7 ans et Antoine 5 ans, et les installe devant la télévision. Ces derniers regardent un dessin animé et leur père leur demande calmement de placer leur tête sous les oreillers du sofa pour jouer. Les enfants obéissent, suite à quoi Jean-Claude, qui est placé dans leur dos, les abat à coups de carabine. Une fois sa famille abattue, Jean-Claude décide de ranger la maison et d'aller chercher le journal. Il rentre ensuite chez lui et contacte ses parents pour leur demander s'il peut leur rendre visite sur l'heure du déjeuner. Sous les coups de midi, il est alors à leur domicile et les tue de la même façon qu'il avait tué le reste de sa famille, avec la même arme. Il les avait attirés dans sa chambre d'adolescent, prétendant vouloir leur montrer quelque chose avant de leur tirer une balle en pleine tête. Il tuera ensuite le chien de la famille. Pourquoi le chien ? Pourquoi toujours les chiens ? Laissez les chiens tranquilles, c'est pas comme s'ils allaient dire quoi que ce soit. Les heures tournent et bientôt vient l'heure de son rendez-vous avec sa maîtresse Chantal. Il se rend alors à Paris et passe la chercher. Tous deux se mettent alors en route en direction de chez le fameux ami de Jean-Claude, mais ce dernier prétend s'être perdu en chemin non loin de la forêt de Fontainebleau. Il s'arrête alors, prétend chercher son chemin, et comme dans un acte de folie, se met alors à asperger Chantal de gaz lacrymogène avant d'essayer de l'étrangler. Elle hurle de toutes ses forces et le supplie d'arrêter. Et face à ses supplications, Jean-Claude cède et l'épargne. Il lui raconte alors souffrir d'une tumeur cérébrale très intense des suites de son cancer et qu'à cause de cela, il lui arrivait parfois de se comporter de façon très étrange. Chantal prétend le croire, elle rentre dans son jeu et lui demande calmement s'il peut la redéposer chez elle, ce qu'il fera.
Une fois Chantal rentrée chez elle, Jean-Claude se souvient alors des corps qu'il a laissés derrière lui et de tous les indices qui pouvaient remonter jusqu'à lui. Il décide alors de s'en débarrasser au plus vite. Il retourne alors dans la maison qu'il partageait avec Florence et ses enfants et commence à asperger leur corps ainsi que les meubles et certaines pièces de la maison d'essence. Il prend alors des médicaments, met son pyjama et allume le feu. Il est à ce moment-là 4 heures du matin, la rue tout entière est plongée dans le plus grand des calmes, mais par chance, un camion d'éboueurs qui passait par là voit la fumée et appelle les secours. Ces derniers arrivent sur place en quelques minutes seulement et sont capables de maîtriser les flammes. Les corps de tous les membres de la famille seront retrouvés, incluant celui de Jean-Claude, dans la chambre familiale. Tous seront déclarés morts sur la scène, à l'exception de Jean-Claude, qui semble être tout simplement inconscient. Il sera amené à l'hôpital et en attendant son réveil, la police fouille l'entièreté de sa maison et de son véhicule. Dans sa voiture sera retrouvée d'ailleurs une note plutôt étrange disant, et je cite, « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon Chantal, pardon mes amis, pardon aux braves gens de l'association Saint-Vincent qui voulaient me casser la gueule. » Il commence alors à réaliser que ceci était très probablement un incendie volontaire et qu'il y avait de fortes chances que Jean-Claude en soit le responsable. La première chose qui leur mit la puce à l'oreille était le fait que de l'essence a été retrouvée sur absolument tous les corps, sauf celui de Jean-Claude, et dans toutes les pièces de la maison, à l'exception de celle où il se trouvait. L'enquête se poursuit alors et il sera très vite découvert que les membres de la famille Roman n'étaient pas morts immolés par le feu, mais bien par des balles de carabine qui leur avaient été tirées en pleine tête. Les corps des parents de Jean-Claude seront très rapidement découverts eux aussi, et le lien fut fait immédiatement entre les deux crimes. À force de recherche, les policiers découvrirent tout de la fausse identité et de la fausse vie que s'était créée Jean-Claude durant toutes ces années. Jean-Claude, des suites de l'incendie, est toujours plongé dans le coma, ce que beaucoup d'ailleurs prendront comme une tentative de suicide de sa part, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une erreur médicale. Lorsqu'il avait été transporté dans l'ambulance de son domicile jusqu'à l'hôpital, le médecin qui était responsable de lui devait lui poser un cathéter sur une grosse veine près du cœur. Et par erreur, ce dernier a percé la veine, ce qui fait que le cathéter est allé tout droit dans le poumon de l'homme, ce qui revient presque à lui avoir injecté 1 litre de glucose dans le poumon. Il finira cependant par se réveiller et lorsque ce moment arriva, autant vous dire que toute une équipe de police était là, prête à le questionner. Il niera les faits en premier lieu et prétendra même être complètement effondré lorsqu'on lui annoncera le décès de ses parents. Il expliquera ensuite avoir un vague souvenir d'un homme habillé tout en noir s'introduisant chez lui dans son domicile familial avant que le feu n'éclate et qu'il ne s'évanouisse. Il était bon pour mentir, très très bon même, mais autant vous dire que les policiers ce jour-là étaient un niveau au-dessus et à aucun moment ils ne tombèrent dans le piège. Il n'eut alors d'autre choix que d'avouer la vérité. D'après lui, la seule option qu'il avait était d'abattre tous ses proches, car il ne pouvait pas s'imaginer à aucun moment avoir à leur avouer que toute sa vie n'était qu'un mensonge et qu'il n'avait jamais aussi bien réussi qu'il le prétendait. Il ne voulait pas voir la déception sur leur visage et se sentir comme un moins que rien. Les policiers n'en revenaient pas de voir jusqu'où cet homme était capable d'aller pour continuer à s'enfoncer dans ses mensonges et ne pas avoir à dire la vérité. Les officiers qui le questionnèrent d'ailleurs ce jour-là le décrivent comme un narcissiste. Très intelligent, soit, mais un narcissiste. Le procès de Jean-Claude Roman s'ouvre le 2 juillet 1996 à Bourg-en-Bresse. L'accusé se montre calme, silencieux et évite à tout prix de croiser les regards des personnes présentes dans l'assemblée ce jour-là. Et après avoir nié durant des heures entières, il finira par tout avouer, éclater en larmes et s'excuser pour ses actes. La sentence tombe, Jean-Claude est condamné à la réclusion à perpétuité. Durant sa détention d'ailleurs, il continuera de jouer le médecin en soignant certains détenus qui étaient blessés ou malades. Après 25 ans derrière les barreaux et à l'âge de 65 ans, il est libéré sous conditionnel le 28 juin 2019. Il aura néanmoins l'interdiction de parler de ses crimes à qui que ce soit ou encore de se rendre dans la région où des années auparavant, il avait enlevé la vie des membres de sa famille. Voici donc pour l'affaire de Jean-Claude Roman. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous connaissiez déjà cette affaire? Partagez-moi tous vos avis et opinions en commentaire. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. N'oubliez pas non plus de découvrir MyHeritage grâce au lien se trouvant dans la description et de profiter de 14 jours offerts ainsi que de 50% sur le reste de votre abonnement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres.
Bye!